Bonjour! Bienvenue à tous dans le 9e chapitre des vidéos Crystal Clear Electronics. Dans la première vidéo du chapitre 9, nous avons appris les principales parties des microcontrôleurs et révélé leurs similitudes avec les ordinateurs utilisés dans la vie de tous les jours. Dans cette vidéo, nous allons examiner de plus près le microcontrôleur Atmega 16A. Je suis Ambruche Zéré et mon partenaire sera Peter Buzas. Merci, Ambruche. Il y a une grenouille devant toi. Pourquoi l'as-tu amenée ici? On voit des microcontrôleurs un peu partout, parce que nous, les humains, voulons contrôler presque tout ce qui nous entoure. Un des outils pour faire ça, c'est le microcontrôleur. Mais c'est intéressant de voir qu'on peut aussi contrôler les choses mécaniquement en utilisant un mécanisme. Cette grenouille peut en fait sentir que ses pattes sont sur le sol. Cela provoque un changement soudain de la flexibilité de la jambe, ce qui fait que la grenouille saute. Donc si je tire un peu vers le haut, et si je pousse la jambe en arrière, je peux sentir avec le bout de mon doigt qu'elle clique et exerce une force beaucoup plus grande. Donc il y a un moyen mécanique de le faire démarrer au bon moment. Si ça se mettait à donner un coup trop tôt ou trop tard, ça se renverserait. Laisse-moi montrer comment ça fonctionne. Et pendant qu'on en parle, disons aussi que quand nous, les humains, marchons ou courons, quelque chose de similaire se produit. On sent nos pieds toucher le sol, on perçoit la position de notre corps, et au bon moment, on commence le prochain pas. Et ce problème est lié au fait que, dans le cas d'un robot avec 2 pattes ou plus, ce contrôle pourrait même être effectué par un microcontrôleur. Avant d'entrer dans les détails du microcontrôleur Atmega 16A, je propose qu'on jette un œil au domaine d'application des microcontrôleurs. Je suis d'accord. On pourrait croiser des microcontrôleurs presque partout s'ils n'étaient pas cachés au fond de nos appareils. Les microcontrôleurs, ou des dispositifs très similaires, gèrent les opérations, le contrôle et la régulation dans la plupart des appareils autour de nous, qui ont une automatisation électronique. Aujourd'hui, presque tous les appareils électroniques avec des boutons ou même un écran contiennent au moins un ou plusieurs microcontrôleurs. Quand on appuie sur des boutons, un microcontrôleur en arrière-plan interprète ces pressions de boutons et contrôle le fonctionnement de notre appareil. Et il contrôle le fonctionnement de notre appareil. Peux-tu nous donner quelques exemples? Je ne pense pas qu'on puisse utiliser des microcontrôleurs dans trop d'endroits. On les utilise partout. Par exemple, le micro-ondes ou la machine à laver contiennent tous les deux des microcontrôleurs. Est-ce qu'on les utilise ailleurs que dans le micro-ondes et la machine à laver? Si on reste sur le sujet des appareils ménagers, je pourrais parler du lave-vaisselle. Et si on pense en dehors de la cuisine, où peut-on utiliser encore plus de microcontrôleurs? Je quitte l'enregistrement. Bienvenue. Si tu veux descendre dans la rue en utilisant un ascenseur, l'ascenseur contient aussi des microcontrôleurs derrière les boutons. Et si on sortait de tout le bâtiment, où peut-on peut-être les trouver? Disons que tu te diriges quelque part, mais que tu as faim et que tu t'arrêtes dans un magasin. Là, tu rencontreras des microcontrôleurs intégrés dans le terminal de carte de crédit, et quand ils scannent ton code barre au comptoir, l'appareil en a. Si? Je peux aussi ajouter des sujets entiers comme l'industrie automobile. Il y a plein de microcontrôleurs dans une voiture. Par exemple, les essuie-glaces, l'airbag, le lève-vitre, l'électronique de réglage des miroirs. L'ABS est une partie très importante de la voiture, et il y a aussi des microcontrôleurs là-dedans, et la climatisation est aussi contrôlée par un microcontrôleur. Eh bien, on bruche? D'après ça, notre vie est remplie de microcontrôleurs. Oui, et on n'a même pas parlé de ton téléphone ou de la télécommande. Je dirais que la liste est infinie, les microcontrôleurs sont vraiment partout. Je ne sais pas si tu es convaincu maintenant ou pas. Ah oui, tu m'as convaincu. Maintenant qu'on a vu combien de lieux utilisent des microcontrôleurs, regardons un exemple spécifique de l'industrie automobile. Nous avons apporté avec nous ces 3 cartes électroniques qui sont des circuits pour la gestion des batteries. Donc ça gère les batteries. C'est facile de le reconnaître parce qu'il y a cette partie où tu as le même circuit avec des diodes, des transistors qui se répètent 12 fois.
Le fait est que je peux voir qu'il y a 12 itérations, ce qui indique qu'il y a 12 cellules de gestion de batterie gérées par cette électronique. Ensuite, il y a, de manière intéressante, une interruption dans la carte électronique. C'est parce que la batterie de 12 cellules est censée fonctionner à une tension de 50 volts, et on ne veut pas que ces 50 volts puissent être transférés un par un à l'autre partie de la batterie, où il y a des composants plus sensibles. Donc cette partie est isolée de la partie 50V, par des circuits intégrés, de couplage optique ou autre. Et ici, on voit aussi qu'un courant assez important peut passer par ces connecteurs. Si la connexion est soudée ici, nous allons essayer d'isoler électriquement cette partie. En le retournant, on peut voir que cette partie à faible courant est connectée de l'autre côté à un... Quelle est ton hypothèse? Quelle partie cela pourrait-il être? Un processeur? Oui, c'est un microprocesseur. Tu vois aussi deux autres circuits intégrés à plusieurs pattes. Ce sont en fait des circuits intégrés de gestion de batterie. Mais c'est vraiment un microcontrôleur. C'est beaucoup plus complexe et ça a beaucoup plus de pattes que ceux avec quoi nous allons travailler. Mais les principes sont exactement les mêmes. Les personnes qui ont maîtrisé les bases peuvent passer à un système comme celui-ci. Et Les autres? Les deux autres panneaux sont des électroniques de contrôle un peu plus polyvalentes. Ils peuvent être utilisés dans l'industrie automobile, mais aussi dans d'autres processus. Ce qui est intéressant avec celui-ci, c'est qu'il a un microcontrôleur relativement puissant. L'emballage s'appelle BGA, qui est conçu pour que tu puisses mettre beaucoup de pattes dans un petit espace. Tu peux souder beaucoup de connexions sur le panneau. ça a l'avantage de pouvoir mettre beaucoup de pattes dans des petits espaces. Ce petit morceau d'électronique rivalise avec les capacités d'une tablette d'aujourd'hui, donc c'est un système assez sérieux. C'est en fait en gros un PC tablette avec un système très petit. Cependant, j'aimerais souligner qu'il y a une autre électronique de contrôle polyvalente, et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a deux microcontrôleurs dans celui-ci. On a déjà dit qu'il n'y en a pas toujours un, mais parfois plusieurs. Ce qui est intéressant avec les microcontrôleurs eux-mêmes, c'est qu'ils sont les mêmes que ceux que tu vas apprendre à utiliser dans l'électronique cristalline 2. En conclusion, la raison pour laquelle les microcontrôleurs sont si largement utilisés, c'est qu'ils sont programmables. Si tu veux utiliser un microcontrôleur particulier pour autre chose, tu n'as qu'à charger un programme différent dessus, et le microcontrôleur, en tant que matériel, reste le même. Le microcontrôleur Atmega 16A, dont tu vas apprendre à parler dans ce tutoriel, peut aussi être utilisé pour une variété de tâches. D'après ce que j'ai entendu, il y a beaucoup de microcontrôleurs qui sont produits. Peux-tu me donner quelques détails? Ouais, à partir des années 70, ça a augmenté chaque année. De nos jours. Ils en produisent que plusieurs milliards chaque année. Mais maintenant, faisons connaissance avec le microcontrôleur Atmega 16A. Au début, à quoi ça ressemble? C'est intégré dans un petit boîtier noir. Comme je l'ai mentionné plus tôt, on parle d'un CI. Sur le site web du programme, dans la section matériaux supplémentaires, tu peux télécharger la fiche technique de l'Atmega 16A à laquelle nous allons faire référence. Tu trouveras aussi un lien vers le site du fabricant. Tu peux trouver plus d'informations sur l'emballage ou les informations d'emballage aux pages 325 à 327. Parmi ceux-ci, nous avons aussi choisi celui à montage traversant pour le rendre facile à utiliser sur une plaque d'essai. Atmel, que cet emballage avec un code 40P6, ce qui signifie que le composant a un total de 40 broches, et la distance entre les deux lignes de broches est de 0,6 pouces ou 15,24 mm. Cela s'aligne parfaitement avec une plaque d'essai, où la distance entre les rangées est de 0,1 pouces ou 2,54 mm. En général. Cet emballage s'appelle DIP 40, ce qui indique un composant à 40 broches avec deux lignes de broches sur le boîtier. L'abréviation DIP signifie boîtier à double rangée. Donc, on a un joli composant compact avec plein de pattes. S'il te plaît, dis-nous comment on sait quelle patte fait quoi. À première vue, toutes les pattes se ressemblent, et tu n'as même pas besoin de savoir par cœur laquelle fait quoi. C'est ce qu'on appelle le brochage ou l'attribution des broches, montré ici, 4
et on peut le trouver dans la fiche technique de chaque microcontrôleur et de chaque CI en général. Dans ce cas, c'est sous la forme d'un diagramme à la page 3 de la fiche technique. Le... La fiche technique peut beaucoup vous aider à lire le schéma. Et la description précise de chaque broche se trouve dans l'aperçu, sous la section Description des broches. Parce qu'on a appris chaque fonction, une par une. Maintenant, il n'est pas nécessaire de comprendre le fonctionnement de chaque broche et le circuit qui se cache derrière eux. Et que se passerait-il si on identifiait que les pattes nécessaires pour l'alimentation? Je suis d'accord. Puisque le microcontrôleur est un composant actif, il a besoin d'une tension d'alimentation adéquate pour fonctionner, que nous devons connecter à ces broches dédiées. La plupart des microcontrôleurs, y compris cette Atmega 16A, ont plusieurs broches d'alimentation. Pour un fonctionnement correct, nous devons connecter la tension appropriée à chaque broche d'alimentation. Les broches étiquetées GND sont les broches de masse, les VCC et AVCC sont les broches d'alimentation. Dans la fiche technique de chaque microcontrôleur, ils indiquent la plage de tension de fonctionnement, qui dans notre cas, se trouve dans la section caractéristiques électriques, à la page 281. La figure montre la zone de fonctionnement sécurisée, ce qui signifie que notre appareil fonctionnera en toute sécurité entre 2,7 et 5,5 volts de tension d'alimentation. Vous pouvez aussi voir dans la figure quelles fréquences d'horloge peuvent être utilisées pour différentes tensions d'alimentation. La fréquence d'horloge est la même que pour le processeur dans le PC ou l'ordinateur portable. Un Intel i5 par exemple fonctionne à 2,6 GHz par défaut. Nous avons vu dans la figure précédente que la vitesse d'horloge d'un microcontrôleur est environ 1000 fois plus lente que ça. En effet, en fait. Mais avec les microcontrôleurs, l'objectif est la fiabilité et l'économie. Donc avec un programme bien écrit, on peut faire beaucoup à 8 MHz. Regardons les principales informations sur la vitesse de fonctionnement. On va définir la fréquence du signal d'horloge au moment de la programmation. Et ça va donner la vitesse de fonctionnement du microcontrôleur. Une fréquence plus élevée signifie une vitesse plus rapide, ce qui veut dire des opérations plus rapides, mais la consommation d'énergie va aussi augmenter un peu. Donc, la fréquence de 8 MHz signifie qu'en une seconde, cet appareil pourrait réaliser 8 millions d'éditions. On peut aussi voir dans la fiche technique que la fréquence d'horloge peut être réglée à 16 MHz aussi. C'est 2 fois plus rapide, mais au moins 4,5 V. Une tension d'alimentation est nécessaire. Pour l'instant, nous ne visons pas une faible consommation d'énergie ou des vitesses très élevées, donc pour simplifier, nous allons utiliser l'oscillateur interne à 8 MHz. Fournir 5 V d'alimentation au microcontrôleur. L'alimentation et le signal d'horloge ont des limites maximales strictes. Quelles autres limites devrions-nous surveiller? Dans tous les cas, il vaut la peine d'examiner quelles sont les limites physiques maximales, tension, courant, etc. Pour notre appareil, ce ne sont pas des valeurs pour le fonctionnement, mais ce sont les valeurs que les broches d'alimentation de l'appareil, d'autres broches ou le boîtier peuvent tolérer sans subir de dommages. Cette information se trouve à la page 279 de la fiche technique du microcontrôleur. Pour nous, chaque donnée peut être importante. Plus tard, au moment d'installer une périphérie, nous devrons revenir ici et les utiliser pour les calculs. Tension d'alimentation maximale. Si on connecte une tension supérieure à 6 V à l'alimentation, même pour une courte période, notre microcontrôleur pourrait être endommagé de façon permanente ou devenir complètement défectueux. Tension sur n'importe quelle broche. Il est interdit de connecter une tension à une seule broche qui est inférieure à moins 0,5 V. Par rapport à la masse ou supérieure à l'alimentation, 5 V dans notre cas, 0,5 V. Courant maximum. Sur chaque broche, DC. Courant par broche. Entrée-sortie. Un courant supérieur à 40 mA n'est pas autorisé à circuler dans les deux sens. Courant maximum sur les broches d'alimentation, courant continu, broche VCC et masse. Un courant supérieur à 200 mA n'est pas autorisé à circuler sur les broches d'alimentation. Maintenant,
nous reconnaissons les broches pour l'alimentation. Qu'en est-il des autres broches qui ne sont pas importantes pour l'alimentation? La plupart des broches sont utilisées comme entrée et sortie numérique. Tous les broches à usage général, comme les PA027, PB027, PC027, PD027, peuvent être utilisés comme entrée numérique ou sortie numérique. Remarquez que chacun des 4 groupes, ici ABCD, a 8 broches, correspondant exactement à 1 octet. Une entrée numérique peut déterminer si la tension connectée est une valeur logique basse ou haute. On peut obtenir une valeur logique basse si la tension connectée est de 0 V ou une valeur proche de 0 V. Et on peut obtenir une valeur logique haute si la tension connectée est proche de l'alimentation. Nous nous rapprochons de la pression. La désignation de la tension d'alimentation est VCC, et la valeur de la tension est souvent fixée à 5 volts, qui est la valeur théorique pour la logique 1. Les 5 volts sont, bien sûr, légèrement inexacts. Une sortie numérique connecte la logique basse ou la logique haute, la broche, en fonction de ce que nous avons précédemment défini dans le logiciel, ou de la façon dont nous modifions la valeur à la sortie pendant le fonctionnement. En résumé, le circuit intégré. Observe la tension dans une broche particulière, et dans ce cas, c'est une entrée. L'information entre dans le circuit intégré, puis l'extérieur. L'autre cas, c'est quand il fonctionne comme une sortie, auquel cas le circuit intégré génère 0 V ou une tension correspondant à la logique 1. Sur la broche, et cela est fourni à une partie externe, une périphérie. Nous prévoyons d'aborder cette section dans la 2e vidéo du 9e chapitre. Essayez de bien maîtriser ce que vous avez entendu. Alors, n'hésitez pas à passer à la 3e vidéo. Cette vidéo sera très importante pour notre sujet, car nous allons enfin mettre la main sur notre microcontrôleur. Peter, merci pour ton aide. Je veux te remercier aussi. À la prochaine vidéo. Au revoir. Au revoir.